Et finalement, on a envie aussi d'évoluer avec la société. On n'a plus forcément envie de montrer du spectaculaire. Et surtout, on a envie de montrer que même les requins léopards qu'on a, ça reste des requins. Montrer finalement que les requins, c'est une très grande famille. Et voilà, que tous les requins ne ressemblent pas à un grand requin blanc. Oui, je pense que les visiteurs peuvent effectivement mal lire les bassins. Alors qu'est-ce que j'entends par mal lire ? C'est finalement, j'entends souvent comme quoi malheureusement j'ai pas vu la murène par exemple, ou j'ai pas vu les poissons clowns ou ce genre de choses. Et si je reprends l'exemple de la murène, finalement ne pas voir la murène, c'est peut-être un point positif. Ça veut dire que notre écosystème a bien été conçu parce qu'effectivement dans son milieu naturel, la murène, on va pas la voir nager, en fait elle va toujours être un peu cachée. Effectivement, on est situé à la confluence du Rhône et de la Saône, et donc c'était important pour nous de montrer finalement la biodiversité locale. Et on va travailler avec Diving for Future, qui est une association avec notamment des pompiers plongeurs qui vont aller directement plonger pour aller chercher les déchets. Et donc ça nous fait plaisir à l'aquarium justement de mettre en avant leur action et de pouvoir travailler avec eux. « 80% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Je suis Chloé, je suis ingénieure, curieuse et multipassionnée de tout ce qui touche au vivant. J'ai donc décidé de créer un nouveau métier, vivantologue. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de ces humains badass qui, par passion et ou par profession, protègent ce précieux vivant. Le vivant en soi et le vivant sur cette planète. Ils nous aideront à comprendre les grands enjeux actuels, nous donneront des clés d'action et surtout l'envie d'avoir envie. Si un peu. Et surtout l'envie de nous engager nous aussi en faveur de la construction d'une nouvelle société plus vivante et vibrante, car nous avons tous un rôle à jouer. Bonne écoute. Le gros poisson. Pour ce 8e épisode, j'ai eu la chance de rencontrer Cécile Jury. Cécile est chargée de pédagogie à l'aquarium de Lyon. Regarde Arthur, celui-là il nage en vertical. Un des points communs que je partage avec Cécile, c'est qu'elle et moi, enfants, nous voulions travailler auprès des animaux marins. C'était son rêve depuis toute petite, m'a-t-elle partagé lors de notre première rencontre. Moi aussi, petite fille, je rêvais de cela. Je passais des heures seule dans ma chambre à dessiner les plans de mes futurs centres animaliers en imaginant mes journées au contact de ces animaux que j'aimais tant. La différence entre Cécile et moi, c'est que Cécile, elle a réalisé son rêve d'enfant et en très peu de temps, puisqu'elle n'a pas encore 30 ans. Et grâce à nos rencontres, j'ai pu toucher un peu du doigt ce rêve ensommeillé en moi. Ceux qui font la course, là. L'océan. L'océan, c'est 71% de la surface de la Terre. Mais si on parle en termes de volume, avec ses 3700 mètres de profondeur en moyenne, l'océan, c'est surtout 99% du volume disponible sur Terre. Un tel volume qui est forcément donc le berceau de toute vie sur Terre, le thermostat principal de notre planète, le premier puits de carbone, un garde-manger dont dépend une grande partie de l'humanité, et évidemment une source d'émerveillement parce qu'il nous reconnecte peut-être inconsciemment avec nos origines. Pourtant, il est dit que nous connaissons mieux les reliefs de la Lune que ceux de l'océan. Monde encore mystérieux et inconnu, profondeur aux allures de nouvel Eldorado pour certains, actuellement déjà très exploité, il s'agirait donc de ne pas trop faire n'importe quoi. Quand on habite Lyon et ses environs, l'océan paraît bien loin. Pourtant, nos vies restent étroitement liées à lui et nombreux de nos gestes du quotidien, des plus anodins aux plus engagés, peuvent le protéger. D'autant plus que nous, Français, avons un grand rôle à jouer. La France dispose du 2e espace maritime mondial, presque ex-aequo avec les États-Unis en première place. 20% des récifs coralliens et 20% des atolls de la planète sont localisés dans les eaux françaises. D'autant plus que la prochaine conférence des Nations Unies sur l'océan aura lieu en juin 2025 à Nice. Voici les raisons pour lesquelles j'ai eu à cœur de me rapprocher de l'aquarium de Lyon, dont la devise « Connaître, c'est protéger » me semblait être un relais précieux pour toucher le cœur des Français. Je n'ai pas été déçue, Cécile m'a présenté une équipe passionnée et soudée, engagée à la hauteur des moyens disponibles autour des enjeux actuels et qui œuvrait sur le territoire pour nous embarquer à leur côté dans la protection de ces écosystèmes aquatiques incroyables. Je suis donc en joie de vous partager notre échange avec Cécile Jury, chargée de pédagogie à l'aquarium de Lyon. Merci à vous et à votre supérieure Muriel pour votre accueil, votre bienveillance, votre pédagogie, les informations échangées et votre temps. Bonjour Cécile Jury. Et pour commencer, je laisse Cécile se présenter. Donc moi effectivement c'est Cécile, donc j'ai 29 ans, je suis une grande passionnée de flamenco, de chat et sur la journée effectivement on me retrouve à l'aquarium donc en tant que chargée de pédagogie depuis maintenant 2 ans.
L'aquarium, il faut savoir qu'il a été créé par le fondateur en fait de l'aquarium de Saint-Malo. Donc il avait vraiment pour ambition finalement de créer un aquarium en pleine terre, donc apporter vraiment l'océan finalement au cœur de la ville. Et donc depuis 2005, on est un aquarium totalement privé. On a été racheté par un groupe qui s'appelle Aspro Ossio, qui est un groupe qui a environ donc une 60aine de parcs animaliers, parcs aquatiques un peu partout en Europe. Et vraiment le but de l'aquarium, c'est de sensibiliser finalement le plus possible. On compte environ 220 000 visiteurs chaque année. Donc aussi bien des petits que des adultes, même des seniors. Et justement, le but de l'aquarium, c'est grâce aux ateliers scolaires de sensibiliser les petits, donc à partir de la maternelle, mais ça peut aller vraiment jusqu'au post-bac, notamment les licences de biologie de la DOA qui viennent régulièrement faire leur TP de classification, donc ici à l'aquarium. Vous m'aviez aussi parlé de l'école vétérinaire qui fait des partenariats avec vous. Oui, exactement. Ils viennent aussi faire des TP avec notamment Jérôme Mourin qui est notre capacitaire ici à l'aquarium. Et on a la licence d'aquariologie de Nancy qui vient aussi régulièrement pour faire des visites des coulisses notamment de l'aquarium. J'avais également noté, alors ce qui m'avait marqué quand on s'était rencontrés, c'est que vous êtes vraiment un aquarium ouvert sur le territoire. Et du coup, j'avais aussi noté que quand c'est possible, vous co-créez aussi avec les structures culturelles locales. C'était le cas, je crois, que vous m'aviez dit avec le musée des Confluences de Lyon, où vous avez fait une nuit des musées. Est-ce que vous pouvez nous en toucher 2 mots ? Effectivement, l'année dernière, on a eu la chance d'être invités par le musée des Confluences pour cette nuit des musées. Et nous avons participé à cette soirée avec un de nos partenaires, qui est Diving for Future. Et donc, on a pu exposer vraiment dans le cristal, dans le hall du musée. Et en fait, on a fait le choix de ramener plein de déchets en fait que justement l'association Diving a pu recueillir en plongeant au niveau du Rhône et de la Saône. Et c'était vraiment un atelier assez percutant parce que le public était là à se demander finalement pourquoi il y a tous ces déchets. Donc, c'était des caddies, des trottinettes, des batteries de voitures par exemple. Quand nous nous sommes rencontrés, vous m'aviez expliqué que vous étiez une équipe soudée, engagée pour raconter des nouvelles histoires ici à l'aquarium. Et pour l'attester, vous m'aviez parlé de vos requins à pointe noire. Les requins à pointe noire faisaient partie de vos protégés et vous aviez d'ailleurs réussi à avoir plusieurs petits ici à l'aquarium. Et vous avez décidé de les confier à une autre structure récemment. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? Oui, bien sûr. Alors effectivement, il y a quelques mois, on a décidé de faire partir nos requins pointe noire dans un autre aquarium. Alors pourquoi ? En fait, il faut s'imaginer que quand on crée un bassin, c'est un peu comme créer en fait un bassin, un aquarium qu'on peut avoir chez nous. C'est-à-dire qu'on va mettre l'eau, on va mettre la végétation, on va mettre la décoration. Ensuite, on introduit les petits poissons. Ça leur permet en fait de trouver leur place, d'aller se cacher justement dans les différentes cachettes. Et après, on met les plus gros poissons, donc plutôt les prédateurs. Et il s'avère que les petits meurent avant les plus gros. Et donc, c'est un peu ce qui s'est passé nous à l'aquarium, c'est-à-dire qu'en fait, on commençait à avoir beaucoup de petits poissons qu'on n'avait plus. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas rajouter des petits poissons tant qu'on avait encore nos requins pointe noire qui étaient ici dans le bassin. Parce que la cohabitation n'aurait pas été possible ? En fait, à partir du moment où on a déjà mis les dominants, ça ne laisse pas vraiment de place en fait aux plus petits. Et donc effectivement, la fosse commençait à se vider. Donc pour réempoissonner justement, il a fallu qu'on fasse partir les requins pointe noire et ça nous a permis de mettre plein de nouvelles espèces de poissons qu'on ne pouvait pas mettre avec nos requins. À savoir aussi que nos 4 requins pointe noire qu'on avait ici à l'aquarium, ils étaient âgés d'une 20aine d'années. À savoir que dans le milieu naturel, on est plus autour de 10 à 15 ans. Donc en fait, on a décidé de leur offrir une belle retraite dans un aquarium avec un bassin qui fait le double de celui qu'on a ici à Lyon. Trop bien. J'avais envie d'ajouter que Jérôme Mourin, du coup, votre conservateur, vous avez utilisé un autre mot, capacitaire de l'aquarium de Lyon, et Marc Mortelmans, que j'ai eu la chance d'interviewer pour l'épisode 5. On crée ensemble une série de 6 épisodes passionnants sur le podcast Petit Poisson deviendra podcast, sur les requins. Et Jérôme Mourin expliquait dans cet épisode que vos animaux n'ont pas de valeur marchande, que vous les échangez entre structures, mais qu'il n'y a pas de valeur marchande sur ces animaux, et je trouvais ça très chouette de le dire aujourd'hui. Vous m'aviez dit, et je trouvais ça très intéressant, qu'il s'agissait peut-être d'un tournant pour l'aquarium, car l'équipe n'avait pas forcément le souhait de réaccueillir de nouvelles espèces de requins. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
Effectivement, on n'a pas forcément envie de reproduire le même schéma et finalement, on a envie aussi d'évoluer avec la société. On n'a plus forcément envie de montrer du spectaculaire et surtout, on a envie de montrer que finalement, les requins, même les requins léopards qu'on a, ça reste des requins et ça nous permet de sensibiliser aussi là-dessus et de montrer finalement que les requins, c'est une très grande famille et voilà, que tous les requins ne ressemblent pas à un grand requin blanc et que les visiteurs ont quand même en face d'eux des requins qui sont des requins. Ouais, c'est ça que j'avais beaucoup aimé, cette volonté de sensibiliser à la diversité des requins. Donc en faisant mes recherches pour cet épisode aujourd'hui, j'ai appris qu'il y avait 540 espèces de requins. Ça va du requin baleine qui est le plus gros poisson au monde qui peut mesurer jusqu'à 15 mètres. J'entendais un petit pendant que je faisais une leçon qui disait « Ah, c'est un requin baleine !» J'avais envie de lui dire « Bon, pas tout à fait, mais c'était mignon. » Donc ça va de ce requin baleine au requin petit format comme la petite roussette, l'émissole, le sagre commun ou encore le sagre elfe qui mesure quelques centimètres. Donc vous n'avez pas forcément pour l'instant l'envie de réaccueillir de nouvelles espèces de requins, mais c'est surtout que vous en avez déjà. Pouvez-vous nous présenter les 2 autres espèces de requins que vous avez actuellement à l'aquarium ? Oui, effectivement, donc dans notre grand bassin La Fosse, on a nos 2 requins léopards. Donc on peut aussi les appeler requins zèbres. D'ailleurs, dans d'autres aquariums, on peut entendre ce nom-là. C'est des requins qui mesurent environ 2,20 m. Des requins de fond peuvent passer une bonne partie de la journée couchés sur le sable en train de dormir. Et sinon, on a les requins roussettes que l'on retrouve en dernière salle de notre aquarium. Donc cette fois-ci, on est sur des plus petits requins. C'est souvent des requins que l'on retrouve en Méditerranée ou en Atlantique. Et les visiteurs d'ailleurs reconnaissent souvent les œufs de requins roussettes. On peut en voir assez fréquemment sur nos plages ou justement dans l'eau. Ah oui, d'accord, je ne savais pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on les appelle à la fois requins zèbres et requins léopards ? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, quand ils sont petits, les requins léopards sont complètement zébrés, donc vraiment noir et blanc, donc comme l'animal. Et en fait, c'est en grandissant petit à petit qu'ils vont perdre la couleur, enfin le noir, le blanc, et petit à petit, les taches vont apparaître. Et d'ailleurs, pendant des années, les scientifiques ont cru qu'il s'agissait de 2 espèces différentes. Et apparemment, la phase intermédiaire est assez incroyable puisqu'ils ont à la fois ces rayures et ces points. Et les petites taches qui apparaissent. Ouais, j'aimerais bien voir ça. À l'aquarium, vous avez 2 femelles, c'est ça ? Exactement. Ouais. Mais on a eu la chance d'avoir plusieurs naissances. Donc on avait un mâle, effectivement, et on a eu 11 bébés requins léopards. Trop bien. Et vous pourrez notamment retrouver certains de nos bébés donc à l'aquarium de Saint-Malo et aussi à Montpellier. Alors, on vient de parler de la volonté de sensibiliser le grand public à la cause des requins. Pourquoi sont-ils en difficulté actuellement ? Les requins, ils sont menacés en fait, notamment à cause de la destruction de leur habitat, à cause aussi de tout ce qui est pêche non sélective. Donc souvent, c'est les grands chaluts qui traînent derrière eux des immenses filets et donc ils vont ramasser les requins, les tortues, les dauphins qui vont rester piégés. Et en fait, ils sont très convoités pour une bonne partie de leur corps, notamment leur peau. On va en faire des cuirs, des sacs. Ils vont être utilisés aussi pour leur foie qui sont vraiment riches en huile. On va même utiliser leur cartilage pour faire notamment des compléments alimentaires. Et aussi l'aileron. On parle d'une pêche qui est très cruelle, qui tue environ 3 requins par seconde. On appelle ça le shark finning. Et en fait, c'est une pêche qui consiste à pêcher le requin, à couper son aileron, à le relâcher dans les océans. Donc forcément, les requins meurent dans d'atroces souffrances, souvent dévorés par d'autres requins dus à la présence de sang. Ou alors, ils vont tout simplement s'asphyxier parce qu'ils ne pourront plus nager. Et en fait, c'est dans les pays asiatiques que l'aileron de requin est consommé, notamment sous forme de soupe. C'est un mets qui est très prisé, très convoité là-bas. C'est à peu près $100 la soupe d'aileron. Alors nous, ici, on ne le consomme pas, en tout cas pas sous cette forme-là. Mais malheureusement, c'est bel et bien ici, donc en Union européenne, qu'il existe ces pêches très très cruelles. Oui, j'ai vu que c'est un des groupes d'animaux qui est le plus menacé au monde, aux côtés des amphibiens et des coraux. Donc là, à l'aquarium, vous avez 2 de ces animaux sous votre protection, donc c'est un beau challenge. Pour donner des chiffres, 1/3 des espèces des requins et des raies à l'échelle mondiale sont menacées. Et il s'agit de 50% pour la Méditerranée, par exemple. Donc je trouvais ça assez énorme. Et on pourrait croire que ces menaces sont assez loin, que les causes sont en Asie. Et en fait, on se rend compte que l'Europe a un gros rôle à jouer dans cette pêche, puisque l'Espagne, par exemple, est le 3e exportateur d'ailerons de requins au monde. Donc on a un rôle aussi à jouer en Europe, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, d'avoir en tête. Un animal donc en grande difficulté et en plus qui ne bénéficie pas d'un super capital sympathie. Depuis le film Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, j'ai cru voir aussi qu'il y avait un nouveau film, Sous la Seine, avec un requin blanc qui déboule dans la Seine en plein JO et qui fait un carnage.
Vous me disiez que vous aviez même entendu un parent dire une fois si tu n'es pas sage, je te jette dans la fosse aux requins. Il se passe quoi si on tombe dans la fosse aux requins ? Alors, si on tombe dans la fosse aux requins, on sera mouillé. Mais à part ça, il ne se passera pas grand-chose. En fait, il faut savoir que les requins, ils ressentent la fréquence cardiaque, donc aussi bien des poissons que d'un humain qui peut nager à côté. Et forcément, une personne lambda qui tomberait par erreur dans cette fosse, en fait, il ne se ferait absolument pas manger par nos requins. Mais par contre, lui, le requin, il va sentir en fait notre fréquence cardiaque qui va augmenter et ça risque de stresser le requin. Donc c'est pour ça qu'ici à l'aquarium, ce sont toujours les mêmes soigneurs qui plongent dans nos bassins justement pour éviter de stresser nos animaux. Mais en aucun cas, le requin n'attaque en fait nos soigneurs et c'est d'ailleurs toujours les mêmes qui plongent. On ne les change pas chaque semaine, donc non, on ne risque rien si on plonge si on tombe dans la fosse aux requins. J'ai vu, grâce à vos affichages au sein de l'aquarium, qu'il y a 100 morsures involontaires dans le monde de par les requins et 5 attaques mortelles dans le monde. Finalement, les moustiques, les serpents, les chiens et même les hippopotames font plus de morts que le requin. Donc peut-être qu'il est temps de réhabiliter ce bel animal dans nos cœurs. Ce que je trouve hyper intéressant dans ce que vous m'aviez partagé lorsqu'on s'est rencontrés, c'est que vous avoir séparé de vos requins à Pointe-Noire vous a permis d'accueillir d'autres espèces de poissons, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors effectivement, ça nous a permis de proposer à certains de nos animaux un plus grand bassin, donc notamment la raie pastenague léopard et le poisson mérou greskili. Et sinon, on a pu accueillir un poisson ballon, donc un arrotron, et un poisson Napoléon. Et il s'agit d'un sauvetage, en fait, c'est un poisson qu'on a pu récupérer. Il a vécu dans un bassin, dans une animalerie en Italie, donc dans un bassin de 500 litres seulement. Donc ici, pour rappel, notre fosse, on est sur 500 000 litres. Et effectivement, ça nous a permis de lui offrir un grand bassin. Et d'ailleurs, ce poisson qui a vécu dans un bassin beaucoup trop petit pour lui pendant quelques années, en fait, on a pu observer qu'il avait une nageoire pectorale, donc les nageoires les plus proches des yeux, en fait, qui était atrophiée tout simplement parce qu'il était toujours penché, entre guillemets, du même côté. Il n'avait pas eu assez de place, en fait, pour se développer. Donc, en fait, voilà, tout ça pour rappeler aussi l'importance des volumes d'eau par rapport à la taille de l'animal. On l'a vu du coup avec ces dernières informations que vous faites attention au bien-être de vos pensionnaires. Et par exemple, vous avez développé une expertise autour de la reproduction des coraux grâce à vos équipes de soigneurs, ce qui permet de recréer des bassins avec de nombreux habitats et cachettes. On va en parler juste après. Mais avant, peut-être pouvez-vous nous rappeler ce que sont les coraux ? Donc effectivement, les coraux sont bien des animaux et ils font partie de la même famille que les anémones et les méduses. Donc il s'agit en fait des animaux qui sont urticants. En fait, l'animal, c'est ce qu'on appelle le polype. Et le polype, c'est comme visuellement, ça ressemble à une petite fleur, mais c'est un peu comme aussi une petite pieuvre qui serait fixée par la tête avec vraiment ses petites tentacules vers le haut. Et chaque polype, en fait, va construire son squelette, sa maison en calcaire. Et en fait, c'est l'ensemble des maisons calcaires et des polypes qui vont former, en fait, ce qu'on appelle le corail. Ce que j'avais vu aussi en préparant cet épisode, c'est que du coup, ces polypes vivent en symbiose avec des algues qu'ils abritent. La symbiose, du coup, c'est le mot utilisé pour quand il y a une dépendance vertueuse entre deux parties. Donc les algues utilisent les déchets azotés et phosphatés des polypes et bénéficient d'un abri solide, lumineux et avec vue sur océan. Et le polype, en échange, bénéficie des sucres produits par les algues pour se nourrir. Ce que j'avais envie de dire sur les coraux, c'est qu'ils représentent moins d'1% de la surface de l'océan, mais ils abriteraient 30% de la biodiversité marine connue. Sur une même unité de surface, on trouve plus d'espèces dans un récif corallien que dans la forêt amazonienne. C'est impressionnant. Et évidemment, les coraux rendent de nombreuses contributions aux humains. Ils limitent l'érosion, protègent les côtes des aléas climatiques, participent à notre alimentation et génèrent du tourisme. Je profite de cet épisode pour dire qu'on a détruit 50% des coraux en 50 ans et ils pourraient disparaître d'ici 2050 à 2070. Les dates varient. Du coup, à cause un peu des mêmes causes que les requins, pêche industrielle au cyanure, pêche à la dynamite, au chalut, la construction d'aménagements, comme dernièrement, par exemple, pour la compétition des surf des JO 2024, on a construit une tour au-dessus de coraux. La pollution côtière, par exemple, également. Donc on a besoin de les protéger, je pense que c'est important. Et ce que je trouvais intéressant aussi, c'est la reproduction des coraux. J'ai vu, alors vous me dites si c'est faux, qu'ils ont à la fois une voix par voie sexuée et asexuée.
Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, déjà à l'aquarium, on a eu la chance d'observer une reproduction sexuée. C'est-à-dire qu'en fait, les coraux, de manière simultanée, ils vont émettre des ovules et des spermatozoïdes. Et donc après, ils vont se rencontrer pour former la cellule œuf. Et dans nos bassins, ça donne finalement une eau qui est toute rose. Donc j'ai eu la chance, alors pas de le voir en vrai, mais j'ai vu des photos et c'est vrai que c'est magnifique. Et sinon, ça fait une dizaine d'années que nos soigneurs ici à l'aquarium travaillent justement sur la reproduction, donc cette fois-ci asexuée. Et en fait, ça fonctionne un peu comme les plantes, c'est-à-dire c'est un système de bouturage. Les soigneurs, en fait, une fois dans l'année, ils vont faire des coupes, donc des coraux, ils vont prendre des petits fragments en fait qui vont replanter entre guillemets sur des petits socles. Ils vont les mettre en conditions optimales, c'est-à-dire avec la bonne température d'eau, le pH, une super luminosité. Et donc en fait petit à petit par clonage en fait ils vont pouvoir se développer. Et une fois qu'ils sont assez grands, ils vont pouvoir les mettre en fait dans les bassins. Et d'ailleurs, ça nous permet aussi cette reproduction d'en donner à d'autres aquariums pour éviter le prélèvement dans le milieu naturel. Trop bien. Alors, juste des petites informations que j'aime bien rajouter. Encore une fois, vous me dites si je me trompe. Du coup, l'avantage des voies par voie sexuée, c'est que ça fait un brassage génétique. Asexué, ça fait du coup, il n'y a pas ce brassage génétique, mais ça permet une multiplication rapide, de recoloniser rapidement des milieux. Et c'est en ça que les deux sont complémentaires et intéressants. Vous m'aviez dit, mon rôle, c'est de donner des clés de lecture pour lire correctement les bassins. Pourquoi lit-on mal les bassins ? Avez-vous des exemples pour nous aider à comprendre ce qu'on pourrait mieux faire quand on vient dans un aquarium ? Oui, je pense que les visiteurs peuvent effectivement mal lire les bassins. Alors qu'est-ce que j'entends par mal lire ? C'est finalement, j'entends souvent comme quoi malheureusement j'ai pas vu la murène par exemple, ou j'ai pas vu les poissons clowns ou ce genre de choses. Et si je reprends l'exemple de la murène, finalement ne pas voir la murène, c'est peut-être un point positif. Ça veut dire que notre écosystème a bien été conçu parce qu'effectivement dans son milieu naturel, la murène, on va pas la voir nager, en fait elle va toujours être un peu cachée. Et effectivement c'est notre capacitaire donc, qui crée les écosystèmes. Et d'ailleurs il va s'inspirer de vidéos de plongeurs pour justement essayer de recoller le plus possible à la réalité. Et donc par exemple pour le bassin de la murène, elle a justement une grande cachette, une sorte de gros rocher où elle peut aller se faufiler à l'intérieur. Donc finalement ne pas voir la murène, c'est pas forcément un point négatif, mais si en fait on connaît pas ça, et effectivement on va garder que ce côté-là, j'ai pas vu la murène, j'ai pas vu le poulpe aussi. Le poulpe c'est pareil, c'est un animal qui est timide, qui va aller se cacher aussi dans son milieu naturel. C'est très rare de voir un poulpe vraiment nager. Il faut aller les chercher un petit moment avant de les trouver. Et donc finalement c'est que le bassin, l'écosystème a bien été créé. Pareil, j'entends aussi des visiteurs me dire moi à l'aquarium, à un autre aquarium, j'ai vu plein de poissons clowns. Ok, mais si on voit plein de poissons clowns, est-ce qu'il y a autant d'anémones pour les poissons clowns ? Donc en fait, finalement, c'est un peu ça, je pense, quand je dis les clés. Oui, c'est bien que le public en prenne conscience, c'est mieux pour le bien-être des animaux. Alors nous sommes en direct de l'Aquarium de Lyon et vous avez également une grande salle dédiée aux rivières pour découvrir ces écosystèmes précieux du quotidien, tellement communs qu'on finit presque par ne plus les regarder. Alors évidemment, ils sont moins colorés que les bassins tropicaux, mais pourtant, on découvre grâce à la salle Confluence qu'il y a plein de vie dans nos cours d'eau, quand ils sont en bonne santé, tout du moins. Pouvez-vous nous partager vos actions autour des rivières locales comme la Saône, le Rhône notamment, et peut-être auprès de l'association, vous en avez un peu parlé, Diving for Future ? Exactement. Alors déjà, pour l'aquarium, c'était important d'avoir cette première salle. Effectivement, on est situé à la confluence donc, du Rhône et de la Saône. Et donc, c'était important pour nous de montrer finalement la biodiversité locale. Et on va travailler avec donc, Diving for Future, qui est une association avec notamment des pompiers plongeurs qui vont aller directement plonger dans le Rhône ou dans la Saône pour aller chercher les déchets. Et donc, ça nous fait plaisir à l'aquarium justement de mettre en avant leur action et de pouvoir travailler avec eux pour sensibiliser en fait le plus de personnes possible, parce que c'est vrai qu'on a plus conscience finalement de la pollution dans la mer et les océans, et peut-être un peu moins finalement au niveau de nos fleuves, et surtout que c'est une pollution qui est invisible. Donc justement ça permet de prendre conscience de ce qu'il y a en fait sous nos pieds dans l'eau, et c'est vrai que c'est pas beau à voir, donc au moins ça nous permet de sensibiliser encore une fois sur ça.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'actions? On a pour habitude de faire venir l'association Diving for Future donc à l'aquarium. Donc ils viennent sur la journée et donc dans la première salle de l'aquarium. Et on a les bénévoles qui vont justement aller au contact du public pour les sensibiliser. On a aussi donc dans la première salle de l'aquarium un écran, donc une vidéo de Diving for Future qui nous montre justement les déchets sous l'eau. Donc finalement nous à l'aquarium on montre les écosystèmes comme on aimerait qu'ils soient. Et grâce à cet écran, à cette vidéo, on voit finalement à quoi ça ressemble. Et on a aussi la chance d'avoir un petit documentaire de présentation de l'association dans notre cinéma, donc voilà, que vous pouvez voir tous les jours à l'aquarium. Super, merci beaucoup. Alors, un des buts avec ce podcast qui s'appelle Les Vivantologues, c'est de reconnecter nous, citoyens, aux vivants qui nous entourent et donner des clés d'action aussi pour le protéger. Auriez-vous des idées d'action citoyenne, une ou deux, qui pourraient aider la situation des océans ou des cours d'eau ? Oui, bien sûr. Je pense qu'on peut déjà commencer par trier et par faire des ramassages de déchets, des clean walks si on peut. On le sait peut-être pas, mais 80% en fait des déchets qu'on retrouve dans nos mers et nos océans sont d'origine terrestre. Donc en fait, on peut réellement agir là-dessus. C'est des choses qu'on peut faire à notre échelle. Voilà, ramasser les déchets pour éviter qu'ils finissent dans les océans et qu'ils finissent après finalement dans nos assiettes. Parce qu'en fait, on mange l'équivalent en microplastique de 5 grammes par semaine. Parce que justement, en fait, on rejette ce plastique dans les océans, les animaux vont le manger et nous, on mange les poissons notamment. Donc déjà, je pense des petites actions comme ça, bien penser à trier et aussi consommer différemment. Essayer de réduire notre consommation de plastique au quotidien. Alors, on a le plastique un peu de partout, voilà, tout autour de nous, même dans nos vêtements, de partout, on a du plastique. Mais on peut éviter tout ce qui est emballage individuel, ce genre de choses. Je pense qu'on peut tous essayer de faire ça. Donc oui, je dirais ça comme action déjà bien efficace. Ouais, merci beaucoup. Pour finir cet épisode, j'avais 2 questions plus personnelles vous concernant. Vous m'aviez partagé en préparation de cet épisode que c'était votre rêve d'enfant de travailler au sein de l'aquarium de Lyon. Et je trouve ça très beau et très classe d'avoir réussi à réaliser votre rêve d'enfant aujourd'hui. Je ne pense pas que nous soyons très nombreux à pouvoir le dire aujourd'hui. Peut-être que je me trompe. J'étais curieuse de savoir ce qui vous a fait aimer l'océan au point de vouloir travailler dans un aquarium depuis toute petite. Alors effectivement, je suis une grande passionnée depuis petite. J'ai toujours aimé aller me baigner déjà. Rien que ça, c'est quelque chose qui était pour moi très reposant finalement. Quand j'ai pu, j'ai vite pris mon masque, mon tuba. Et pareil, je pouvais partir sur des heures. Alors ne serait-ce qu'en Méditerranée, j'étais déjà très contente de découvrir en fait tous les poissons qu'il y avait. Et puis cet univers finalement qu'on ne connaît pas. Je me sentais toujours bien en fait d'être dans l'eau, d'être dans le calme finalement à notre univers. Et c'est vrai qu'après j'ai eu la chance de faire une licence de biologie avec un TP justement qu'à l'époque j'avais réalisé donc à l'aquarium et plus tard je me suis dit mais en fait moi c'est pas dans un laboratoire que je veux être, c'est vraiment être à l'aquarium en fait et pouvoir échanger avec le public et partager ma passion et pouvoir sensibiliser en fait, de pouvoir toucher le plus de personnes possible et que petit à petit voilà on arrive à sauver notre océan tout simplement. Donc c'est vrai que je suis très contente de travailler ici à l'aquarium. Très bien. Dans une optique de regarder avec des yeux différents, je voulais vous demander quels sont vos animaux préférés au sein de l'aquarium et pourquoi ? Alors j'en ai plusieurs effectivement. J'ai le poisson mandarin. C'est un tout petit poisson très coloré et j'aime beaucoup en fait la finesse de ses traits et ses couleurs justement. Je le trouve magnifique. J'aime beaucoup aussi le poisson Meru Greskeli, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, parce que franchement, je ne savais pas qu'il pouvait avoir un poisson qui pouvait être blanc avec des pois noirs. Je trouve ça assez extraordinaire. Et on a un petit nouveau aussi qui vient d'arriver récemment à l'aquarium, c'est le poisson porc-épic. Et pareil, je le trouve très mignon, il a une petite tête de curieux, il s'approche souvent des vitres pour voir un peu ce qui se passe. Et puis après, on a le poulpe quand même, parce que c'est un animal qui est tellement intelligent que je le trouve très fascinant. Voilà, je dirais cela, mais je pense qu'il y en a encore pas mal. Vous accueillez souvent des nouveaux pensionnaires ? Alors souvent non, mais c'est vrai que quand on a la chance d'en accueillir, justement, ça devient vite rapidement nos chouchous, on va dire. Merci beaucoup Cécile Jury. Merci à vous. L'épisode se termine. L'aquarium de Lyon est un relativement petit aquarium de pleine terre, mais vous l'aurez compris, il regorge de trésors, de découvertes et d'engagement.
Et rappelons-le, la beauté est dans celui qui regarde, disait Oscar Wilde. Je vous recommande donc chaudement de prendre le temps d'aller admirer les différents bassins et flâner dans les différentes salles de ce très bel aquarium. Voici ce que je retiens de cet épisode. Une grande famille de requins à aimer et à protéger comme maillon indispensable d'un grand écosystème. Une équipe soucieuse du bien-être de leurs protégés qui a développé une expertise précieuse autour de la reproduction des coraux pour des bassins remplis de cachettes, pour aider les autres aquariums et pour œuvrer à la protection de ces animaux incroyables, unique construction vivante visible de la Lune. Revitaliser et protéger nos rivières et cours d'eau si importants à nos territoires et à notre bien-être quotidien. Recycler les déchets autour de nous pour éviter qu'ils finissent dans l'eau et se challenger à consommer moins de plastique, cela peut certainement déboucher sur des découvertes de nouveaux produits, magasins et échanges avec nos prochains. Et vous, avec quoi repartez-vous de cet échange ? Merci à vous pour votre écoute. Si l'échange vous a plu, merci de nous le communiquer avec des étoiles, des cœurs ou des commentaires. Cela aide à faire connaître ce travail. Un grand merci. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures autour de la notion du vivant.